Mathieu, Gabriel. si je te dis la plus grande allonge dans l'histoire de l'UFC, que des KO à son actif, à ton avis de qui on parle? Hmm, Artem Lobov. Alors non, ce n'est pas le GOAT, on parle de Robelis d'Espaigne, donc qui vient d'exploser sur la scène internationale parce qu'il vient de signer à l'UFC, et il reste sur une grosse victoire par KO en quelques secondes. Il a un style qui est super impressionnant, que ce soit son physique, parce qu'il a un physique un peu particulier, hein. Tu peux nous en dire plus sur sa carrure générale, vu que tu es spécialiste du physique. Ça te dit de parier sur le combat de ce week-end? D'ailleurs, vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code Gabriel et le lien dans la description. Code Gabriel, que le meilleur gagne, vive la France. Et je te propose un truc, vu que les paris me réussissent, celui qui gagne le pari, paye un pas de taille. Deal. Et bah déjà il mesure 2,01 m. 2,01 m, donc même pour la catégorie weight, ça reste quelque chose de très grand. Il a voilà, une allonge, c'est la plus grande jamais enregistrée dans l'histoire de l'UFC. Pour indication, John Jones qui a déjà une allonge de malade, je crois que c'est 85 pouces, donc ça doit être à peu Ouais. près 2,10 m ou un truc comme ça. Robelis, il a une allonge de 87 pouces, Ah donc ouais. 2,21 m d'allonge. J'allais faire C'est la comparaison énorme. avec John Jones, justement, parce que pour moi, c'était vraiment le plus grand allonge de l'UFC. Et là, il va carrément dépasser John. Après, bon, c'est vrai que lui, pour le coup, c'est un vrai poids lourd naturel, hein. On parle pas d'un middleweight qui peut passer en poids lourd à l'image de John, parce que John, à la base, il est pas super long non plus. Ouais. Robelis, il trône au-dessus des 120 kilos, hein, quand même. Sa dernière pesée, elle a été faite à 118 et des patates. Donc en réalité, hors préparation, il tourne autour de 120, peut-être même 130 kilos, hein. Un vrai poids lourd, un vrai de vrai, quoi. Et voilà, il a une carrure, une envergure d'albatros en fait quand il tend les bras. C'est vrai qu'il est super impressionnant physiquement. Tu vois qu'il y a de la largeur. Il y a énormément de largeur. Et du coup, ça sied parfaitement à son style, en fait, cette carrure, parce que il vient du taekwondo. Il vient du taekwondo, chose assez rare quand même. En général, quand on vient de ce style, il faut s'attendre à des combats spectaculaires. Une façon de combattre, justement, qui est pas, Mais qui est atypique. ouais, c'est un style qui s'est plus quand même aux petites catégories, hein, parce que c'est super énergivore. Et là, c'est vraiment effrayant de voir un bonhomme de cette taille, de ce poids, qui bouge en fait très très rapidement, qui a une très bonne gestion de distance, qui est super rapide sur ses appuis. C'est flippant quand même de se dire qu'un mec aussi gros peut bouger aussi vite. Alors donc, dans son passé de taekwondoka, il a commencé à l'âge de 9 ans, et à l'âge de 16 ans, donc 7 ans plus tard, il est rentré dans l'équipe nationale. Il a été vice-champion du monde 2 fois, médaille de bronze au JODT de Londres en 2012. Donc voilà, il a performé dans son sport de base de prédilection. Il a été membre de l'équipe nationale de quel pays? De Cuba, de Cuba, c'est ça? Cuba, Cuba, Cuba. c'est ça. Il y a un problème avec les Cubains. Je sais pas ce qu'ils mettent. Je pense que dans l'eau potable du robinet, il doit y avoir un truc qui traîne. C'est incroyable. Le mec, il était déjà titré à 16 ans. Dans mes souvenirs, c'est ça. Il était membre de l'équipe nationale à 16 ans, c'est ça? Il a un physique de malade. Ouais, ça fait un petit peu penser à un de ses comparses cubains de l'UFC, Yoel Romero. Un Il faut monstre qu'on fasse la physique. comparaison. Il a comparaison, il a absolument à faire. Autant stylistiquement, ça n'a rien à voir, mais physiquement, ouah, les deux sont des monstres. Et tu peux voir que tous les Cubains, dans tous les sports ultra haut niveau, la lutte, parce qu'on retrouve beaucoup de Cubains en lutte, les mecs, ils ont tous un physique de tank. C'est tous des tanks, c'est tous des monstres physiques, encore plus que les Brésiliens. C'est impressionnant. Et donc ouais, pour faire cette comparaison avec Yoel, bah, il y a plusieurs points communs. Déjà, ils ont performé vraiment à très 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 haut niveau dans leur sport de base. Donc Yoel, c'était la lutte. La lutte. Robelis, c'est donc le taekwondo. Ils ont été titrés donc au... Alors oui, c'est ça, titrés au JO. Ouais. Et les deux se sont mis au MMA sur le tard, dans la trentaine passée. Voilà, Robilis, il a fait ses débuts en MMA professionnel, il n'a pas fait de carrière amateur, il est directement en professionnel à l'âge de 33 ans ou 34 ans, et Yoel, ça a été à peu près la même chose, même un petit peu plus tard, il me semble, Yoel. Et il s'est propulsé quand même très très rapidement, hein. On a vu sur son parcours, il a commencé en 2022 et il a enchaîné KO, 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 KO. Il a mis 4 KO à la suite en l'espace de un an pour ensuite entrer à l'UFC, où il a combattu très récemment, il y a environ 2 semaines, et où il a C'est encore ça. fait, bah, en fait, il a remis la même. Sur la carte de l'UFC 299, donc il était matché. Alors, faut qu'on parle aussi un petit peu du palmarès des mecs qu'il a séché Ouais, ça c'est. à ses débuts. Euh, la grosse majorité ne faisait ses débuts professionnels. Ouais, Donc du ouais. 0-0, 0-0. Il y en a un seul, il me semble, qui a été à 1-0, si je dis pas de bêtises. En fait, il faut savoir que l'ensemble des adversaires de Robelis, donc ces 4 combats avant l'UFC, ses adversaires, en fait, sur tous les combats,
ils avaient que 2 combats d'expérience. Ça veut dire, en fait, il y en a pas. Putain, ouais, j'ai bugué là. Waouh. Attends, je vais la refaire. Il faut savoir que Robelis, sur ses combats avant UFC, donc pré-UFC, il a affronté 4 adversaires. Et sur ces 4 adversaires, si tu cumules tous les combats qu'ils avaient fait avant Robelis, ils avaient que 2 combats d'expérience. Pour les 4 combattants. Si on cumule le palmarès de tous les adversaires de Robelis avant l'UFC, ils étaient à 2 victoires pour 4 défaites. Du coup, là, ce sera après le combat si on compte le combat contre Robelis. Donc ça fait vraiment très peu d'expérience. Il a vraiment combattu pour le coup que contre des poids lourds qui avaient un niveau débutant en fait. Débutant et surtout qui évoluent dans des organisations de taille intermédiaire, voire faible, voire bas niveau. Et ensuite, il a directement été propulsé à l'UFC, donc qui est la plus grosse organisation mondiale avec les combattants les plus dangereux. Chance pour lui, il a été mis face à Josh Parisian. Josh Parisian, qui est un poids lourd qui est à l'UFC depuis quelques temps déjà. Il est rentré à l'UFC en 2020, donc ça fait déjà 4 ans. Donc il avait déjà un palmarès, on va dire, correct, mais un petit peu pareil, pas parfait. Il avait 15 victoires pour 8 défaites. Mais surtout, sur ses 6 derniers combats à l'UFC, il était à 2 victoires pour 4 défaites. Donc clairement, un poids lourd très accessible, on va dire, plutôt dans une période un petit peu creuse de sa carrière. Et surtout, un poids lourd qui n'était pas du tout mobile, qui était bien grassouillé, qui n'était pas très préparé. Vraiment, c'était un petit peu un faire-valoir pour moi, ce combat. Il y a une chose aussi qui m'a un petit peu surpris, c'est que pour justement une carrière toute récente comme ça, c'est qu'il le fasse directement rentrer par l'UFC et non pas par le Dana White Contender Series, tu vois. C'est vrai. Alors, je pense que le fait que ce soit un poids lourd aide. Si c'était une petite catégorie, il leur faudrait quelque chose d'un peu plus... Enfin, ils sont encore trop green, entre guillemets, pour rentrer justement directement à l'UFC. Les poids lourds, on sait que c'est spectaculaire, ça couche. En plus, tu vois le palmarès, 4 combats, 4 KO. On veut du spectacle. En plus, ils l'ont fait démarrer sur une carte numérotée. Bon, c'était en prélim, mais c'était quand même sur la carte numérotée de l'UFC 299. Donc il y avait vraiment une volonté de le mettre en valeur, de le faire monter tranquillement. Mais c'est vrai que je vais faire une comparaison qui est assez choquante pour le coup, c'est celle avec Cyril Gane. Cyril Gane, pareil, il a évolué dans la division poids lourd de l'UFC, il est arrivé à l'UFC plutôt tardivement. Et en fait, avant sa carrière, il avait déjà affronté des mecs qui étaient super forts. Il avait affronté par exemple Roger Souza, qui avait 8-1 à l'époque. Il avait affronté Adam Dassi, qui avait 7-0. Donc lui, il avait vraiment affronté des combattants qui avaient déjà d'expérience, qui avaient évolué dans des organisations de taille intermédiaire ou même des organisations majeures. Il avait vraiment, entre guillemets, fait ses armes, tu vois. Il est arrivé à l'UFC. Ensuite, pareil, dès qu'il est arrivé à l'UFC, il a dû se taper contre un combattant plutôt complet, en la personne de Raphaël Pessoa, qui avait 9-0 à l'époque, qui a encore évolué, qui a tapé pas mal de monde à l'UFC. Donc c'est vraiment pas du tout le même parcours. On voit par exemple que Cyril, il a vraiment dû, avant dans sa carrière, mériter d'arriver à l'UFC. Et ensuite à l'UFC, mériter de monter à l'UFC, parce qu'ils ont directement mis un mec qui était très fort, très dangereux. Il n'y avait pas de volonté de mettre en lumière. Là, on voit clairement, il y a une volonté de créer une personnalité. Donc voilà, cette volonté, on l'a vu avec le choix d'adversaire qui a été proposé. Voilà, comme tu as dit, je pense que Josh était là en tant que faire-valoir, ce qui a été le cas du coup. Alors, si on revient donc sur ce combat, qui a duré, 18 secondes, C'est peu de temps. on n'a pas vu grand-chose, on a juste vu qu'il était très aérien, très, très mobile sur ses appuis, très grosse force de frappe, parce qu'il a quand même touché sévèrement Josh au moment où il était en train de se relever, parce qu'il avait glissé sur un high kick. Donc sur le reculoir, avec des appuis pas ancrés, il a réussi à bien le sonner. Et après, Josh, alors dans le game plan, je sais pas trop, il a couru vers lui, il s'est fait cueillir directement. On voit qu'il a été pris, on voit qu'il a pas été, qu'il a été pris de court assez rapidement, Josh, puisqu'il a fait un petit peu n'importe quoi. Il est rentré menton levé, il s'est fait contrer sur ça. Mais c'est vrai que tu me disais un point, c'est qu'il était rapide, il était mobile, il était vraiment ultra performant, Robelis. Mais moi, je le compare un petit peu aussi à MVP pour le coup. C'est facile d'être fort, c'est facile d'être impressionnant, c'est facile d'être super percutant quand tu as des mecs qui sont moyens en face, quand tu as des cannes. Des tomates aux Comme ils disent, cannes. des tomates aux cannes. Tu vois, un peu comme MVP, une grosse partie de sa carrière, en fait, il flinguait des mecs qui avaient un niveau très bas, et forcément, ça faisait des super highlights, des super combats, des trucs de malade. Ensuite, tu l'as vu arriver contre des mecs de haut niveau, comme par exemple Diego Lima, tu l'as vu ensuite au Bark Knuckle. C'est pas les mêmes choses. C'est pas la même chose. Bon, là, il me fait mentir un petit peu, puisque récemment, il est arrivé à l'UFC MVP, il a fait un combat de malade, mais il y a quand même le fait que c'est beaucoup plus facile de faire des combats de fou, de mettre des KO de malade contre des mecs qui sont à un niveau très très bas. Après, il y a un autre truc aussi à souligner, c'est que tu arrives sur la scène, sur la très grosse scène, la plus grosse scène, avec justement 4-0, et je l'ai trouvé à l'aise, relâché. Pas de tension, pas de stress, enfin... Après, s'il a participé déjà dans son ancienne carrière à des événements d'ultra haut niveau,
c'est normal qu'il soit un petit peu à l'aise quand même. C'est normal qu'il ait un peu l'habitude d'être sur la scène, d'être devant. S'il a participé au JO surtout. Les JO, quand même, c'est un événement qui est très, très médiatisé. Donc, tu es habitué à être regardé, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de combattants. Et j'aimerais bien faire une petite comparaison, encore une fois, avec, pour le coup, un combattant de mon équipe, qui combattait avant, à l'époque, on s'entraînait au Venom, Jérémy, il s'appelait, qui a fait du taekwondo. Et on l'a mis dans son premier combat amateur de MMA. Et il avait une gestion de distance qui était parfaite. J'ai l'impression que pour le coup, l'école du taekwondo te donne vraiment des mouvements, une gestion de distance qui est parfaite, qui permet vraiment de gérer, de limiter beaucoup les dégâts. Parce qu'en fait, c'est très très dur de toucher vraiment durement. Tu es très évasif, tu as un cardio correct, tu sais bien te déplacer. Et on a vu, il a claqué des coups de pied retournés, il a claqué des high kicks, il a claqué des trucs de malade. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une bonne base pour savoir se déplacer, pour rester vraiment toujours hors du danger, le taekwondo, hein. Alors maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que combat court, donc combat spectaculaire, mais combat court, on n'en voit pas beaucoup après. C'est-à-dire, on voit pas beaucoup de ses capacités à Robelis. On ne sait pas quel est son sol, sa lutte, son cardio, comment il se comporte justement sur deuxième, troisième round. Tout ça, on ne sait pas. C'est des inconnus en fait. Ah ouais, c'est le point noir. C'est le point noir de mettre les KO super vite, c'est qu'en fait, on t'a pas testé, hein, on t'a pas testé. Surtout l'aspect sol et lutte que j'aurais bien aimé voir, parce que souvent les combattants qui viennent des écoles de striking, surtout qui sont assez âgés, bah t'as pas beaucoup de temps pour faire la transition, hein. T'as pas beaucoup de temps pour apprendre les défenses de lutte, les défenses de sol, et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. C'est vraiment un côté du MMA qui prend énormément de temps et d'énergie à développer. Et c'est vrai que sa transition taekwondo MMA, elle s'est faite rapidement. Là, ça fait même pas 2 ans. Ça fait même pas 2 ans Ouais. qu'il a commencé ça. Donc, c'est peu pour développer une lutte et un sol correct. Après, on a vu, Cédric a réussi à le faire de manière très correcte aussi. Est-ce qu'il a les capacités, Robelis, c'est possible aussi, surtout que il y a l'école de lutte cubaine quand même qui est intéressante, avec lesquelles ils pourraient travailler. On voit, ils ont beaucoup de lutteurs ultra performants dans ce pays, donc il a les moyens, je pense, de se développer, mais on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu, il va falloir qu'il soit testé. Et pour le coup, il va certainement être testé sur son prochain combat, hein. Ouais, parce qu'il y a un turnover assez rapide, hein. Il a combattu donc le 9 mars et il faut que ce soit signé, mais c'est dans les papiers du moins. Il doit combattre le 11 mai contre Waldo Acosta. Donc Waldo Acosta, c'est un mec qui est à 11-1 et qui a notamment une victoire sur Andrei Arlovski, l'ancien champion. C'est ça. Il a aussi battu Chase Sherman, pour ceux qui connaissent un petit peu la catégorie poids lourd. Donc c'est des noms, The c'est pas des Vanilla noms. Gorilla, c'est ça? Il me semble que c'est ça, hein. Je C'est ça. sais plus. Je suis pas un spécialiste des surnoms, hein. Mais bon, c'est quand même des noms de la catégorie. Et là, surtout, il a perdu qu'une seule fois contre Marcos Rogerio de Lima, qui est un combattant pareil, très très performant en ce moment à l'UFC. Il a battu, par exemple, Junior Tafa, il a battu Andrei Larowski, Ben Roswell, Maurice Green. Donc des noms qui sont quand même pareil, plutôt connus sur la scène poids lourd de l'UFC. C'est pas un combat facile. C'est pas un combat facile sur papier. Et alors, Waldo, donc il est classé 16e. Donc c'est vraiment l'entrée du top 15 de l'UFC. Je pense qu'il va pouvoir facilement rentrer dans ce top, mais par contre y rester, parce que là on va arriver sur des profils vraiment très grosse lutte, très gros grappling. Justement à l'image de Marcos Lima, Romanov, très gros lutteur, Alexander Romanov. Ouais. On a des Sergei Spivak, on a des Marcin Tibura, tu vois, donc de Jayton Almeida si on va un petit peu plus loin, mais on rentre quand même dans des mecs spécialisés sur tout ce qui est prévention, quoi. C'est pas faux, mais c'est des mecs qui sont pas très mobiles. C'est des mecs qui galèrent à attraper leur adversaire. C'est vraiment les poids lourds typiques, tu vois, très lourds sur les appuis, des placements très lents, comment dire, des éléphants, quoi. Des éléphants, un petit peu. Est-ce que justement, ce genre de combattant, Robelis, qui est très mobile, qui garde bien la distance, un peu comme Cyril Gane, est-ce que ce serait pas justement leur kryptonite un petit peu à ce genre de combattant? Ça sera toujours le dilemme de le grappleur, une fois qu'il pose la main dessus, là c'est très complexe, mais encore une fois, il faut réussir à poser la main sur Robelis. Il faut l'attraper. Et là, pour le coup, si on compare encore une dernière fois avec Cyril, c'est vrai que Cyril, il a un peu ce même style justement d'avoir une bonne gestion de distance, d'être très léger sur ses appuis, mais il a un bon cardio et une bonne gestion de cardio. On a pu le voir sur plusieurs de ses combats. Robelis, mystère. On ne sait pas. Il a KO'té tout le monde. Il a KO'té tout le monde au premier round. Donc forcément, on n'a pas les infos derrière. Est-ce qu'il peut garder ce style taekwondo, déplacement rapide pendant 3-5 rounds? On ne le sait pas encore. Là, ça va être vraiment son premier test, un mec dur au mal, un mec qui a vraiment un gros palmarès, un mec qui a de l'expérience. Ça va nous permettre un petit peu d'éclaircir le sujet, de voir vraiment si c'est de la hype ou si c'est juste
un pétard mouillé. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie, le fait qu'il veuille rester actif parce qu'il a pris 0 dégâts dans son combat contre Josh et il est déjà en pourparlers pour retourner au charbon. Un énorme Ah avantage de la ben, catégorie poids lourd, hein. C'est un un énorme peu à avantage de la l'image catégorie poids lourd. je- il y a forcément beaucoup moins de hype, mais tu vois, de Khamzat, c'est-à-dire il arrive, il y a quand même une hype derrière, il finit fort le combat, il veut recombattre directement pour montrer que ok, il est là et il veut faire sa place, il veut être actif et ça c'est quelque chose d'appréciable. Pari risqué, mais tout le monde adore ça, hein. Le Dana, il adore. Les mecs qui restent actifs comme ça, qui veulent enchaîner. Et les spectateurs, ils adorent, puisque forcément, t'es toujours dans les médias, t'apparais toujours. Il n'y a pas de période creuse où on parle pas de toi, on parle toujours de toi. Donc c'est un double bonus. Après, bon, faut avoir la capacité de performer 2 fois de suite dans un intervalle très court. Mais encore une fois, oui, en poids lourd, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas de cutting, il n'y a pas de régime normalement. Donc c'est un gros point positif pour la catégorie poids lourd. Et curieux de voir ce que ça a donné le résultat et voir si c'est vraiment si la hype est justifiée ou si c'est juste un mec qu'on a fait monter trop vite et qui va se faire un petit peu rouler dessus. Un peu à l'image de comment il s'appelle, Sage Northcutt. C'est vrai, c'est vrai. C'est le même truc, un karatéka super mobile, bien sur ses appuis, et boum, il se fait étrangler, boum, il se fait lutter, et boum, il arrive à rien. Et boum, viré de l'UFC. Donc c'est sur papier très intéressant. Maintenant, il faut le mettre face à des mecs expérimentés et voir s'il arrive à répliquer ce qu'il a fait sur des combattants À moyens. confirmer, ouais. Voilà, à confirmer. Eh bien voilà pour la découverte de ce profil ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, nous dire en commentaire si vous, c'est hype ou pas hype. Hypé ou pétard mouillé. Voilà. Il n'y a que 2 choix. On se retrouve très vite pour une prochaine news. Os. Os